Ici aujourd'hui, je ne sais pas si tu vois un petit peu le monde, mais voilà, il y a du monde quand même, Valentine. Et puis, bienvenue à toi, Valentine. Merci de te rendre dispo aujourd'hui. Pour contextualiser un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas trop la Maison Perchée ou qui ne connaissent pas trop Jean, déjà, moi, du coup, je me présente. Donc, je suis Alice, je suis salariée de la Maison Perchée et je suis psychologue aussi. Et aujourd'hui, du coup, on rencontre Valentine, qui est la cofondatrice de Jean. Donc, Jean, c'est un centre dédié à la santé des femmes. Euh, et peut-être avant qu'on commence, est-ce que Valentine, tu peux un peu nous expliquer qui tu es et comment tu vas aujourd'hui aussi? Eh bien, moi, Valentine, je vais avoir 32 ans. Je suis sage-femme à la base et effectivement cofondatrice de Jean depuis 3 ans maintenant. Et je vais bien. C'est un week-end familial qui s'improvise, mais je suis contente d'avoir cette petite heure avec vous pour vous en dire un petit peu plus. Super, merci. Et puis surtout, la question, c'est justement qu'est-ce que c'est Jean? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Donc moi j'ai dit centre dédié à la santé des femmes, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis après on va approfondir sur ce projet évidemment. Alors, en fait, on est deux à l'origine du projet, Isabelle et moi. Isabelle, elle n'a pas un profil médical, c'est une ancienne coloc, donc le projet est né sur notre canapé. Isabelle, elle avait ce cerveau structuré et structurant que moi, j'avais pas spécialement en tant que profil médical. Et quand on a commencé à discuter toutes les deux, on discutait de mon vécu à l'hôpital. Elle assistait à mes retours de garde et à mes réflexions sur tout ce que je trouve super, mais tout ce que je trouve aussi ben, peut-être un peu frustrant comme dysfonctionnement hospitalier. Et elle, elle est femme entourée de femmes, et donc de nos mères qui sont ménopausées à nos copines, à nos petites sœurs, etc. On avait pas mal de discussions sur le fait qu'on trouvait que le parcours de soins des femmes, quel que soit le moment de vie, était pas très bien fait, pas très bien pensé, et raison pour laquelle on s'est prise d'une longue discussion canapé où on a commencé à imaginer quel serait le parcours de soins rêvé d'une femme avant de se dire, enfin c'est surtout Isabelle si je dois être honnête, mais avant de se dire que potentiellement on pouvait apporter notre pierre à l'édifice et qu'à nous deux on avait pas mal d'idées. Ça, c'était le tout début. Donc, du coup, qu'est-ce que Jean? Ce qui en est venu, c'est que, on avait envie de faire un lieu dédié à la santé des femmes et de toute autre personne à qui se destine le suivi gynécologique. Et l'idée, c'était de rassembler au même endroit un collectif pluridisciplinaire qui puisse s'adresser aux femmes de la puberté à la ménopause. Donc, que ce soit des sages-femmes, des gynécologues, des psychologues, des kinés, des ostéopathes, donc vraiment du médical, du paramédical. Et on s'est dit très vite, le soin, la santé, ça se résume pas à notre consultation gynéco une fois par an. Et donc, au-delà de la consultation en tant que telle, on avait envie de se dire qu'on aurait aussi un lieu dans lequel on pourrait faire proposer d'autres façons d'amener du soin, donc à travers du groupe. Et donc là, c'est des ateliers collectifs, des cours, des masterclass sur des thèmes de santé féminine. Donc voilà, l'idée de base, c'était de dire, une fois qu'on a ce collectif de soignants, pluridisciplinaire, on va co-construire ensemble un projet médical qui pourra accompagner les femmes de tout âge selon leurs problématiques. Donc, on n'aura jamais tout au même endroit, mais objectif de se dire au moins, voilà, ça évite d'avoir des parcours trop silotés. Une fois qu'elles voient une personne, elles peuvent essayer de se créer un peu leur parcours. Ok. Donc il y a vraiment aussi une approche, comme tu dis, plus collective. C'est assez rare, c'est vrai, dans un parcours de soins, comme ça, on va aller voir généralement ces soignants un peu individuellement. Donc déjà qui est quelque chose qui soit coordonné, enfin une coordination dans les soins. C'est-à-dire que tous les soignants, ou en tout cas une partie des soignants ou des soignantes, soient regroupés au même endroit. Et puis surtout que dans un endroit, il y ait une proposition aussi de pouvoir réfléchir ensemble. J'ai l'impression que ce que tu décrivais, il y avait une partie un peu éducation. Tu parlais de cours, etc. Donc peut-être aussi pour que les femmes puissent comprendre certains enjeux de leur santé à elles. Et tu disais quelque chose de plus collectif, des groupes. Est-ce que c'est par exemple des groupes de partage, des groupes d'entraide, des groupes de parole? Enfin, ça prend quelle forme? Et c'est vrai que nous, l'aspect groupe, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup à la Maison Perchée autour des questions de santé mentale. Donc voilà, j'étais intéressée que tu puisses nous en dire un peu plus aussi sur ces groupes.
Et ben, l'idée de base, je pense que vous allez être plutôt aligné avec ce que je vais dire, mais c'était de se dire que le groupe amène autre chose que la consultation individuelle, que ce soit dans l'accessibilité qu'on peut avoir avec le soignant, qui du coup, oui, paraît plus accessible, a du temps plus long, que c'est propice à plus d'échanges. Et puis, il y avait aussi ce côté partage entre participants, où du coup, ça permet de la transmission entre femmes. Et donc, ça a pris deux formes. Ça peut être des ateliers organisés en pleine journée de façon récurrente sur différents sujets. Alors, le premier axe qu'on avait pris, parce que c'était plus simple, parce que je suis sage-femme à la base, mais c'était le côté périnatalité. Donc, du coup, ça, on a presque toutes les semaines des ateliers de groupe animés par soit une infirmière puéricultrice, soit une consultante en lactation, mais sur des sujets de périnatalité. Et puis, en même temps, on n'avait pas envie de se cantonner à ça. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était une à deux fois par mois, ce qu'on appelle des masterclass. Donc là, c'est le soir, avec forcément un professionnel de santé, mais qui est un peu expert, entre guillemets, sur un sujet. Donc, ça va être, on l'a fait une fois sur la ménopause, on l'a fait une fois sur la fertilité, on l'a fait une fois sur l'endométriose, une fois sur le syndrome de l'ovaire polycystique. Et l'idée, à chaque fois, c'est un peu toujours la même chose, c'est de le faire en version très accessible. Ça veut dire que c'est pas le soignant en blouse blanche dans un amphithéâtre. C'est dans notre salle d'attente le soir, une fois que les consultations sont finies, avec un petit apéro. Mais l'idée, c'est qu'il y ait un soignant qui ait une trame, qui puisse délivrer un maximum de messages de prévention, d'éducation sur le santé, sur le sujet du soir. Et après, qu'il y ait vraiment possibilité de poser toutes les questions possibles et imaginables et avoir un vrai temps d'échange. Et donc voilà, donc il y a les ateliers en semaine un peu récurrents, mais il y a ces masterclass chaque semaine dès qu'on voit que à travers les consultations, il y a des sujets qui émergent qui concernent une demande assez récurrente. On décide d'en faire un thème et de voir comment on peut l'aborder. Et donc, du coup, voilà, ça prend la forme de ces masterclass aujourd'hui. Mais on n'a même pas envie de s'arrêter là. Bah, toi qui es psychologue, ça va te parler, mais une des psychologues de l'équipe nous a présenté justement la semaine dernière à toute l'équipe médicale son souhait de faire des groupes. Et donc, du coup, elle demandait un peu quels étaient les sujets, mon côté santé mentale, du coup, mais qui émergeaient pour savoir par quoi démarrer. Et elle voudrait commencer à faire des groupes parce que, voilà, convaincue qu'il se passe des choses en groupe qui ne se passeraient pas en consultation individuelle. Donc, on sent même qu'on est qu'au début, on a mis un peu les premières briques, on a démarré surtout par les consultations, mais en se disant très vite que le groupe avait de la valeur. Mais plus ça va, plus on a envie de donner de l'importance au côté groupe, parce que persuadé que l'éducation, la transmission, la prévention, ça se fait presque plus facilement par le groupe que par la consultation. Ok. Et justement, sur un peu cette dimension plus de santé mentale et santé mentale des femmes, est-ce que tu as en tête quelques thématiques de groupe je sais pas, que tu pourrais nous partager, auxquelles vous avez déjà un petit peu réfléchi, peut-être pour nous donner aussi un ordre d'idée de quelles sont justement les thématiques qui reviennent souvent autour de la santé mentale des femmes? C'est vrai que nous, ici, à la Maison Perchée, on est plus spécialisé dans l'accompagnement de certains troubles psy. Et je trouve ça toujours intéressant de voir aussi ailleurs, face à d'autres types de populations, etc., bah, quelles peuvent être en fait les thématiques qui sont plus récurrentes et qui sont autres, mais au final qui sont aussi hyper intéressantes et nécessaires, quoi. Eh ben, c'est rigolo parce que ça évolue avec le temps, enfin rigolo avec des guillemets, mais on voit que les demandes évoluent initialement. Donc on est un projet jeune, hein, puisque le centre il a ouvert il y a un peu moins de 2 ans. Initialement, les problématiques côté santé mentale qui étaient les plus fortes, c'était côté périnatalité. On avait beaucoup de sujets sur le postpartum, la dépression du postpartum. Beaucoup de femmes qui venaient nous voir, qui s'y retrouvaient pas dans les mois et les années post-accouchement et qui trouvaient à travers les masterclass et les ateliers l'occasion de venir parler de tout ça, de venir s'épancher sur leurs ressentis. Donc on a compris qu'il y avait un gros sujet sur la dépression du postpartum, où c'est vrai que finalement, autant pendant la grossesse, il y a beaucoup de choses de prévues dans le parcours de soins. Les femmes sont super accompagnées, les femmes, les couples. Et finalement, une fois l'accouchement passé, les couples sont un peu livrés à eux-mêmes. En tout cas, c'est à eux d'être proactifs pour consulter. On est moins présent. Et donc ça, on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc ça a été un premier cheval de bataille. Petit à petit, ce qui s'est plus dessiné, c'était des femmes qui consultaient sur des sujets, des enjeux trop spécifiques à la santé féminine, très liés à
un peu une errance médicale, donc via des sujets comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, des problèmes de fertilité. En fait, des femmes qui se sentaient très seules, très peu considérées et qui ne trouvaient pas les réponses à leurs questions et qui du coup, ouais, pour qui ça finissait par avoir un vrai impact sur leur santé mentale. Et enfin, le troisième point qui commence à prendre de plus en plus enfin, on voit que c'est une demande de plus en plus forte, c'est tout ce qui est rapport aux violences sexuelles et sexistes. Où du coup, maintenant que le centre dans l'arrondissement est un petit peu plus connu, euh, les femmes viennent en espérant trouver des oreilles attentives et des oreilles attentives et des oreilles éveillées à ces sujets-là. Et donc, effectivement, elles viennent chercher une expertise, un groupe, en tout cas un support pour pouvoir parler de ces situations compliquées qu'elles vivent éventuellement depuis plusieurs années. Ok, bah, merci beaucoup. Et puis c'est important aussi pour nous de savoir, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on est voisins en fait avec la Maison Perchée. Enfin, vous êtes un peu des voisins voisines. Euh, Parce que du coup, Jean, le premier centre que vous avez ouvert, il est dans le 11e et il est vraiment sur la même avenue que nous, la Maison Perchée. Donc c'est aussi précieux de savoir que justement, il y a ces choses-là qui se mettent en place sur des thématiques de santé mentale euh, vraiment axé pour les femmes, pour même nous éventuellement réorienter des personnes, etc. Et justement, donc vis-à-vis de ce nom, Jean, nous, quand on a annoncé qu'il y avait cette rencontre, il y avait aussi beaucoup de questionnements par rapport au nom. Ah, mais Jean, c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une personne? Jean, ça veut dire quoi? Enfin voilà, donc aussi, est-ce que tu pourrais nous expliquer, vu qu'on est encore un peu dans l'histoire de bah, voilà, la jeunesse de Jean, qu'est-ce que ça veut dire aussi ce mot et pourquoi ce nom pour le centre? Jean, c'est bien une personne à la base. En fait, il y a un livre qui s'appelle Le cœur des femmes, mais c'est cœur Cheur, qui a été écrit par un médecin généraliste qui s'appelle Martin Winkler. Ce médecin généraliste, il est connu parce qu'il était assez précurseur sur l'attention qu'il donnait à la santé des femmes. Et c'est un peu lui qui a commencé à expliquer qu'il y avait une autre façon de prendre en charge les femmes. Et donc, il a écrit ce livre qui, en plus, a été réadapté dans une BD illustrée qui, du coup, est très facile à lire. Et donc, du coup, c'est une BD qu'on nous a offert pile au moment où, avec Isabelle, mon associée, on commençait à avoir l'idée de Jean. Et on trouvait dans cette histoire un peu toutes les valeurs qu'on avait envie de remettre, nous, dans la prise en charge qu'on voulait offrir aux femmes. Et donc, pour vous dire un petit peu, Jean, donc ça s'écrit Jean, comme Jean dans le livre. Donc, du coup, on a retwisté un peu en se disant, bah non, tout le monde va dire Jean. Mais c'est le personnage principal qui s'appelle Jean Atwood, qui est une interne en chirurgie gynécologique et qui, du coup, je tire le trait, mais pas tellement, qui, en tant qu'interne en chirurgie, a envie de gestes, de blocs opératoires et qui se retrouve projeté dans un service qui est l'équivalent d'un planning familial. Et donc avec des consultations de gynécologie médicale et qui du coup arrive un peu blasée en se demandant ce qu'elle fait là à écouter si je mets des guillemets c'est un peu qu'est-ce que je vais faire à écouter des bonnes femmes toute la journée et qui évidemment est avec un chef de service un peu formidable qui lui apprend à écouter ce qui se passe en consultation à avoir une nouvelle vision de la santé des femmes et donc je vous invite à fond à lire ce livre ou au minimum à lire la BD. Mais voilà, ça reprenait plein de valeurs qui nous parlaient et donc du coup on a gardé Jean. Ok, c'est marrant que tu me parles de ce livre parce que justement, moi, c'est un livre que j'ai lu il y a déjà plusieurs mois et qui m'avait vraiment profondément marqué. Et du coup, j'avais une question à ce sujet pour toi sur ce livre, donc tu m'as un petit peu devancé. Mais je vais quand même te poser cette question parce que j'allais te dire que bah voilà, moi j'ai lu ce livre il y a plusieurs mois et qu'il m'avait vraiment frappé et marqué. Et il avait eu beaucoup de sens à ce moment-là quand je l'ai lu pour moi. Enfin, je l'ai trouvé très inspirant et notamment en tant que psychologue, moi, ça m'a beaucoup questionné sur cette thématique qui m'intéressait déjà de la prise en charge des femmes. Et là, d'autant plus, il y a vraiment aussi toute la dimension de bientraitance, de considérer la personne qui est face à nous, de prendre en compte aussi tous les enjeux psychologiques dans son accompagnement. Donc j'avais trouvé ça extrêmement inspirant. Est-ce que toi, justement, il y a aussi d'autres personnalités ou d'autres soignants ou soignantes qui t'ont inspiré dans ce projet
parce que justement, tu disais qu'on t'a offert ce livre au moment où vous commenciez à vous poser la question d'un projet. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui avaient déjà émergé pour toi avec d'autres rencontres, d'autres lectures? Voilà. Il y en a plein, mais si je devais citer notamment dans les soignants, à l'époque, via les réseaux sociaux d'ailleurs, mais ensuite par ses livres, il y avait un autre médecin généraliste qui s'appelle Baptiste Beaulieu, dont j'ai beaucoup, enfin, que j'ai beaucoup suivi, dont j'ai beaucoup lu les livres, et qui me faisait découvrir un peu que oui, il y a une autre façon de voir ce qu'on appelle le care, donc le soin, une autre façon de voir le care. Peut-être une façon de vraiment prendre en compte la vulnérabilité, non seulement de nos patients et patientes, mais en plus aussi des soignants. Donc ça, c'est un gros axe que j'ai vraiment envie encore plus de prendre en charge, mais c'est aussi la santé mentale des soignants. Et donc oui, je me suis pas mal inspirée de sa façon de penser, sa façon aussi d'oser affirmer ses convictions, de faire connaître ses positions sur le sujet médical. Et donc, ouais, si je devais n'en citer qu'un, je te dirais lui, je le trouve plutôt inspirant. Ok, merci beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est vraiment, en tout cas, enfin oui, c'est des auteurs de toute façon, même Baptiste Beaulieu, sur tout ce qui est aussi sujet de santé mentale, il a de plus en plus une place importante. Donc voilà, c'est des auteurs qui font sens aussi pour nous. Donc, euh, ouais. Et puis des bonnes références, je pense, à partager avec l'Assemblée d'aujourd'hui. J'avais une autre question aussi. Nous, à la Maison Perchée, il y a beaucoup de personnes qui témoignent de leur parcours, de personnes concernées. On aide aussi certaines personnes qui sont concernées à justement pouvoir prendre la parole en public, pouvoir témoigner, pouvoir être dans une forme de dévoilement ou de coming out psy. Enfin voilà, tout l'aspect témoignage de personnes concernées, c'est quelque chose de très important pour nous. Et moi, je me posais la question, donc tu l'as un petit peu contextualisé, le pourquoi ce projet, parce que tu as, toi, ton expérience de sage-femme, mais est-ce que aussi, en tant que femme, à un moment donné, toi, tu as été concernée, c'est-à-dire bien par un trouble voilà, physique, mais plus approprié à ton corps de femme, ou à un parcours plus difficile d'errance, ou ce genre de choses, et si évidemment tu veux le partager, mais est-ce que c'est quelque chose que toi, en fait, tu as vécu aussi et qui, à un moment donné, parce que tu as été concerné ou parce que tu l'as vécu, tu t'es dit, bah en fait, j'ai envie que ce soit différemment. Enfin, tu as eu plus le regard de la soignante, mais est-ce que tu l'as expérimenté aussi en tant que toi, patiente, ou pas du tout, ou alors peut-être que c'est trop intime aussi et tu n'as pas envie de le partager, mais voilà. Non, j'ai pas du tout de problème à en parler, mais je pense pas, tu vois, à l'échelle de toutes les patientes femmes que je rencontre, je pense que j'ai plutôt de la chance et que non, je n'ai pas connu de parcours d'errance médicale et donc ça s'est pas tant nourri de mon histoire personnelle que de l'histoire des femmes que je rencontrais et oui, et véritablement aussi de cette impuissance que j'avais l'impression d'avoir en tant que soignante à l'hôpital, où tu détectes des troubles sur des consultations à l'hôpital, des troubles, des pièces du puzzle qui manquent dans le suivi, et dans ces cas-là, d'avoir l'impression que tu ne sais pas vraiment vers qui les orienter. Que tu les vois là sur le moment, mais en fait, tu construis pas vraiment un accompagnement pour elles. Voilà, l'impression de pas avoir les clés, ça, je l'ai beaucoup ressenti. Donc, c'est vraiment plus de mon point de vue de soignante. Et après, justement, discuter de tout ça avec Isabelle, qui, elle, a peut-être un parcours gynécologique un peu plus compliqué. Et puis de prendre conscience dans les femmes qui nous entourent, et que ce soit nos amis, nos mamans, qu'effectivement, il y a des parcours compliqués. Je me suis plutôt inspirée de ces parcours-là en me disant, ah, mais ce que je ressens en tant que soignante, c'est aussi en fait la conséquence, elle est devant moi sur les femmes qui m'entourent. Donc, c'est pas moi personnellement, j'ai pas moi un parcours particulier à ce jour en tout cas. Mais voilà, plus prise de conscience de la cohérence entre bah, ce sentiment d'impuissance que je pouvais ressentir parfois en tant que soignante et le besoin évident que je constatais chez les femmes qui m'entourent. Ok. Et les soignants, soignantes, justement, qui constituent vos équipes, qui sont-ils déjà? Quelles sont les spécialités? Parce que tu en as déjà évoqué quelques-uns, tu as dit qu'il y avait des gynécologues, des psychologues, etc. Mais quel est l'éventail, en fait, de soignantes et soignants que vous avez regroupés dans le projet de GYN
pour comprendre un petit peu aussi jusqu'où s'étend le spectre en fait de votre intervention et de ce que vous proposez comme prise en charge. Je ne sais pas du tout si d'ailleurs il y a d'autres choses moins médicales, on va dire, plus axées bien-être, etc. Voilà, donc savoir un petit peu aussi qui sont les intervenants, intervenantes, soignantes, soignants qui travaillent chez Jean et qui accompagnent les femmes. Eh ben, effectivement, c'est plus large et plus global, mais alors, ce qu'il faut savoir, que j'ai découvert en montant en jean, c'est que nous, on a un système de santé qui est assez vigilant au fait, bon, ça se discute, je vous laisse penser ce que j'en pense, mais qui fait en sorte de séparer ce qui est dit des professions réglementées, des professions non réglementées. Donc, ce qui va être réglementé, c'est les professions strictement médicales, donc les médecins, les sages-femmes, les dentistes, c'est des professions médicales. Les professions paramédicales qui sont dites réglementées, donc avec des études qui sont réglementées, avec un diplôme d'État à la fin. Donc là, ça va être les psychologues, les ostéopathes, les kinésithérapeutes, les chiropracteurs, etc. Ces gens-là, qui sont dits de professions réglementées, n'ont pas le droit de se mélanger aux professions dites non réglementées. Et les professions non réglementées, justement, ça va être des approches plus alternatives et complémentaires, donc sophrologue, hypnothérapeute, doula, voilà, ces personnes-là sont des professions qui ne sont pas réglementées. Il y a pas les écoles, les études ne sont pas encadrées. Et donc, du coup, on a un système de santé qui tient à ce que, on sépare les deux pour que dans la tête du patient, il puisse bien faire la différence entre ce qui est encadré et ce qui ne l'est pas. Ce qui a sûrement, en vrai, il y a des raisons très saines à la base. Maintenant, effectivement, je pense que c'est un peu old school comme façon de penser parce que on sait aujourd'hui qu'il y a des approches qui ne sont pas super réglementées, mais dont on comprend les bénéfices. Et donc, du coup, nous, on s'est dit très tôt que justement, dans notre projet médical idéal, oui, il y aurait ce socle médical et paramédical connu et reconnu. Mais on avait envie d'aller un peu plus loin, de voir les choses de façon plus globale, notamment sur les sujets de santé mentale. On sait que le côté bien-être, il est important. Puis on s'était dit, bah, la santé, c'est pas que la consulte, donc c'est aussi bien manger, c'est aussi faire du sport. Et donc, du coup, on s'est dit, bah non, il nous faudrait aussi des ostéopathes et des kinésithérapeutes qui donnent des cours de yoga, de pilates, des fameux ateliers de groupe. Et donc, ce qu'on a compris, c'est que juridiquement parlant, avoir tout ça ne serait possible qu'à condition d'avoir deux espaces différents. Il faut vraiment séparer les deux. Et donc, du coup, finalement, Jean existe en deux parties. On a Jean Consultation, donc on appelle Jean Consult, et il y a Jean Plus, qui essaye d'aller un peu plus loin que la consultation. Et donc, géographiquement, même notre lieu est séparé en deux espaces. Il y a deux entrées, deux adresses, deux salles d'attente avec une certaine proximité, mais séparés pour respecter ce qui est possible de faire juridiquement parlant. Mais voilà, donc ça, c'est pour le côté, pour vous rendiez compte de juridiquement parlant, le défi. Mais par contre, l'équipe en soi ne forme qu'une. Et donc, du coup, nous, on fait nos réunions d'équipe tous ensemble, on s'inspire les uns les autres, on s'éduque les uns les autres avec nos différentes professions. Et donc, du coup, le panel des disciplines au sein de l'équipe est assez large parce que bah, sur le plan médical, il y a beaucoup de sages-femmes parce que du coup, le pan sage-femme aujourd'hui, il est assez large. Contrairement à il y a même une dizaine, vingtaine d'années, on n'est plus du tout cloisonné au spectre de la périnatalité. Donc, on fait le suivi gynécologue de la femme en bonne santé, de la puberté à la ménopause, et puis on peut se rajouter plein de casquettes. Donc, de l'échographie, de l'acupuncture, il y a plein de choses possibles. Et donc, du coup, et puis le gros avantage, c'est que nos prises en charge sont 100% prises en charge par la sécurité sociale. Donc, pour l'accessibilité aux soins, c'est assez formidable. Et donc, du coup, on a ce gros pôle de sages-femmes, on a deux médecins généralistes, on a deux gynécologues. Donc, ça, c'est pour le pan médical. Et côté paramédical, on a pas mal de monde. On a des psychologues, bien sûr, on a des kinés, des ostéos, des chiropracteurs qui sont moins connus, mais c'est l'équivalent d'ostéopathes. Et donc ça, c'est sur le plan paramédical. Et puis après, justement, sur cette autre partie, la partie Gym Plus, on s'est permis d'aller un petit peu plus loin. Et donc là, on a une sophrologue, une hypnothérapeute, une doula, et puis toute cette partie atelier. Donc tu vois, le spectre est assez large parce que justement, on se dit que à chaque moment de vie, chaque parcours de soins, et en fonction de chaque femme, t'as pas forcément besoin de la même chose. Donc on avait envie d'avoir un spectre assez large, une dimension assez holistique du soin.
Ok. Et tu dirais que justement, toutes les personnes qui participent au projet Jean sont animées par quoi? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour vous dans la constitution de l'équipe? Voilà. La constitution de l'équipe, c'est moi qui suis en charge de ça. Et donc, du coup, je peux assez bien t'en parler. Mon facteur numéro un, c'est de vérifier que les gens sont là pour co-construire. Et donc, du coup, c'est que des gens qui éventuellement n'avaient plus envie de l'hôpital, pas forcément parce que c'était plus passionnant, parce que ça l'est, mais qui n'avaient plus envie des conditions de vie hospitalières, mais qui n'avaient pas envie de l'isolement du libéral et qui avaient envie de ce travail de groupe. Et moi, je vois un peu Jean comme une grande coloc, je leur dis toujours comme ça. Donc, il faut avoir envie du groupe. Tout le monde n'est pas fait pour vivre en coloc. Donc, du coup, je leur dis bien, il faut avoir envie de co-construire. Donc, ça va être repenser en permanence comment on travaille ensemble, c'est quoi les parcours de soins, challenger un peu nos façons de faire dans le médical. Donc, le gros facteur numéro un, déjà, c'est que des gens qui sont avides de travailler en groupe. Le deuxième point, c'est que c'est que des gens qui travaillent autour de la santé féminine, parce que, en fait, finalement, aujourd'hui, les structures de soins qui rassemblent les soignants, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que plus on avance, plus le soignant qui est tout seul en cabinet libéral, ça va pas exister, ne va plus exister. Les gens se regroupent, mais par contre, dans les structures qui regroupent les professionnels de santé, parfois, moi, sage-femme, je pourrais me retrouver à côté d'un podologue et d'un ophtalmo. Et donc, les gens sont pas forcément regroupés autour d'un projet médical commun. Alors que là, du coup, au-delà du côté vivre ensemble, il y a le côté aussi avoir des expertises qui peuvent être assez complémentaires et donc ouais, avoir envie de se former en permanence et de se nourrir les uns des autres. Donc la réalité, c'est ça, c'est les deux gros principaux critères, c'est être OK pour vivre en groupe et co-construire et avoir envie de consacrer une grosse partie de son expertise à la santé féminine, slash santé sexuelle et reproductive. Ok. Merci. Et puis je trouve que c'est rassurant en effet de savoir que voilà, c'est une co-réflexion et donc ça vient vraiment limiter aussi la pratique en libéral très isolée où finalement il y a peu de remise en question. Donc le groupe a aussi cette force, je trouve, dans la prise en charge, dans le soin, qui est de toujours re-réfléchir, repenser et donc généralement aller toujours vers une évolution des pratiques saine, qui fonctionne, qui a du sens. Donc, ouais. Et justement, donc vous, votre manière d'agir, en fait, pour une santé des femmes comme vous la concevez, c'est notamment, du coup, à travers l'accueil, les consultations, les groupes que vous mettez en place, et puis aussi l'équipe que vous constituez, du coup, et ce qui vous anime dans cette équipe. Je me demandais, est-ce qu'il y a aussi d'autres projets sur lesquels vous êtes et qui vous permettent de militer pour la santé des femmes, ou en tout cas une santé des femmes comme vous la concevez? Je sais que nous, par exemple, à la Maison Perchée, sur des questions de santé mentale, enfin, on est assez engagé sur le fait de faire évoluer les pratiques en psychiatrie, on fait du plaidoyer, ce genre de choses. Est-ce que, par exemple, vous, c'est quelque chose aussi que vous mettez en place ou pas? Et je trouve que parfois, c'est des activités différentes, mais tellement complémentaires. Donc voilà, est-ce qu'en plus de l'aspect consultation, accueil, groupe, il y a aussi cette dimension-là? Pas encore? Est-ce que c'est en projet? Enfin voilà. La dimension plaidoyer, oui, carrément. En fait, si là, aujourd'hui, on devait avoir un peu deux chevals de bataille et il y a vraiment deux trucs qu'on a envie de défendre, c'est cette dimension holistique du soin. Donc, pouvoir faire en sorte de prouver qu'aujourd'hui, on comprend pourquoi réglementer et non réglementer, et puis consultation, prise en charge par la Sécu et groupe, en fait, c'est pas des choses qui aujourd'hui sont vraiment possibles. Enfin, nous, on se débrouille pour que ce soit possible, mais c'est extrêmement complexe. Et il faut trouver un lieu avec deux entrées, il faut pouvoir faire deux espaces, il faut pouvoir différencier les deux dans la tête du patient, alors qu'en fait, in fine, nous, ce qu'on voudrait pouvoir avoir, c'est un lieu unique. On pourrait montrer l'importance de justement voir la santé de façon beaucoup plus globale. Pas qu'à travers le médical stricto sensus. Et ça, il va falloir du temps. Il va falloir qu'on étudie ce qu'on fait, qu'on puisse en parler, qu'on puisse trouver les mots, qu'on puisse l'étudier. Et puis voilà, quoi, effectivement, il y a cet aspect lobbying. Donc, ouais, prouver la dimension holistique du soin. Et donc, du coup, c'est encore plus vrai sur la santé des femmes, mais en fait, même pas que. C'est arrêter de penser que la santé, c'est que le médical.
Et notre deuxième cheval de bataille qui décide de plus en plus, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est le côté santé mentale des soignants. C'était pas forcément. Enfin, si, quand on a imaginé Jean, on s'était dit d'emblée, créer ces lieux, ça va pouvoir nous permettre de créer des parcours de soins dédiés aux femmes, mais il y avait aussi l'aspect, ça va permettre aussi aux professionnels de santé de travailler dans un cadre épanouissant. Et en fait, ce deuxième point sur les professionnels de santé, plus on a découvert ce qui se passait en libéral, plus on a accompagné, parce qu'en vrai, moi, à la base, je suis hospitalière, donc en fait, j'ai découvert finalement le libéral à travers Jean, plus on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme sujet sur le fait de prendre soin des gens qui prennent soin. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est la base, quoi. C'est qu'on ne peut pas demander à des soignants de s'occuper des gens de façon bienveillante, empathique, éminemment humaine et qualitative. Et en fait, eux-mêmes, on les sous-considère et qu'on les traite pas suffisamment bien. Et ça, avant, je croyais que c'était quelque chose qui était, pour être hospitalière, très propre à l'hôpital, au côté grosse institution qui aujourd'hui va pas très bien. Et en fait, je me rends compte que non, pas tant. Et donc, du coup, c'est le gros pôle sur lequel on a vraiment envie de faire avancer les choses, de tester des choses et de pouvoir, ouais, de pouvoir faire valoir aussi l'importance du care sur les professionnels de santé. Ok. Et donc, j'imagine que c'est un projet qui ne fait qu'évoluer tout le temps. Il y a un deuxième centre qui va ouvrir, Jean, je crois, enfin, qui a déjà ouvert peut-être, euh, Mm. qui a ouvert, pardon. C'est pas ouvert, qui est en plein dedans. On ouvre dans un mois quasiment tout pile. On ouvre le 31 mars. Un deuxième centre qui sera à Montreuil, parce qu'effectivement, 1 an et demi après l'ouverture du premier, ben, les professionnels de santé de Jean voulaient augmenter leurs jours, parce qu'en vrai, ils étaient plutôt courageux de nous dire oui à la base pour le premier centre, parce qu'on n'avait jamais monté de centre et qu'à part des plans, on n'avait pas grand-chose à leur montrer. Donc évidemment, ils y sont allés de façon violente en prenant quelques jours par semaine. Et finalement, quand ça a commencé à bien se lancer, bah, ils avaient envie d'augmenter leurs jours et on avait cet heureux problème de ne plus avoir de cabinet de consultation à leur proposer. Donc on s'est rendu compte que bon, bah, côté professionnel de santé, ça serait cohérent d'avoir un deuxième endroit où leur permettre d'exercer ensemble. Et puis côté femmes, on disait que ben, le but n'est pas forcément, si on se rend compte qu'on arrive à avoir de l'impact positif sur la santé des femmes, à petite échelle, hein, bien sûr, et très humblement, mais pourquoi s'arrêter à ce premier centre dans le 11e? Et donc, du coup, on a trouvé un deuxième local qui sera, enfin, qui est à Montreuil. Et donc, avec un peu c'est un peu une nouvelle équipe, mais pas complètement, parce que c'est pas mal de professionnels de santé du premier centre qui seront là. Et puis, même philosophie de soins, même projet médical que je peux vous ai raconté, mais dans un nouveau lieu, et donc à Montreuil, qui ouvre le 31 mars. Bah, félicitations. Et est-ce qu'il y a un projet d'ouvrir des centres ailleurs en France, enfin, ailleurs de la région parisienne? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez ou pas pour l'instant parce que voilà, vous voulez pouvoir continuer de construire doucement et peut-être au début de manière un peu plus locale? En fait, on l'imagine dans l'absolu parce qu'on n'a pas. Si ça se passe bien et qu'on voit l'impact qu'on peut avoir, que ce soit sur les femmes ou sur les soignants, on dit bah, pourquoi s'arrêter à Paris? L'objectif n'est pas d'avoir un projet parisien spécialement. Donc, on est conscient bah, des besoins, dans ces cas-là, il y en a aussi ailleurs. Le seul truc, c'est donc on y réfléchit dans l'absolu. Mais pas là tout de suite. Enfin, ça n'est pas prévu dans notre tête pour le moment. Mais parce qu'on se dit que ça se fera un peu de façon intelligente. C'est-à-dire que là, il y a déjà des professionnels de santé de Jean qui nous disent en rigolant, oh, Jean Marseille, oh, Jean dans le sud-ouest, oh, Jean en Bretagne. Et donc, du coup, on se dit bah, pourquoi pas, effectivement, une fois qu'on verra que ça y est, on est fier de ce qu'on a fait à Paris, que les soignants sont bien, que les femmes font des bons retours, pourquoi pas, effectivement, s'autoriser à imaginer Jean dans une autre ville. Donc, c'est complètement dans notre esprit, mais pas encore tout de suite, et ça se fera un mélange de à l'opportunisme et de selon les besoins locaux, donc opportunisme dans le sens où on le fera avec des praticiens qu'on connaît pour aller dans une nouvelle ville, et puis intelligemment dans une nouvelle ville où on voit qu'il y a vraiment un besoin. On va bientôt passer aux questions du coup du public. Moi, j'avais une dernière question qui me vient là progressivement. C'est aussi toute la question de l'accessibilité, notamment en termes de
précarité pour certaines personnes et accessibilité aux soins. Est-ce que vous, c'est aussi quelque chose sur lequel vous avez mis l'accent pour rendre accessible justement cette vision du soin, cette construction du soin que vous avez mise en place parce que on sait aussi que parfois les soins de qualité, justement, ils sont difficilement accessibles au niveau financier. Donc voilà, est-ce que c'est aussi un des accents que vous mettez dans votre vision justement de Jean? Complètement. C'est juste qu'on s'est rendu compte assez vite qu'en libéral, ça ne serait pas que simple. Et donc, du coup, c'était aussi un peu l'intérêt, quand je vous le disais tout à l'heure, on a tablé sur un pool de sages-femmes assez important. On est 7 sages-femmes. On sait qu'on a, grâce aux sages-femmes et grâce aux médecins généralistes qui sont secteur 1, que grâce à eux, déjà, on a une accessibilité aux soins qui est 100% prise en charge par la sécurité sociale. Mais par contre, là où on réinvente pas la roue, c'est comme on est du libéral, en fait, nous, on n'est pas un établissement de soins en tant que tel. En fait, on regroupe des libéraux au même endroit. Et donc, du coup, eux, ils sont dans un fonctionnement libéral classique. Et donc, ça veut dire que bah, les spécialistes, en l'occurrence les gynécologues, en fait, des spécialistes secteur 1, ça existe quasiment pas à Paris, bon, et un peu en France d'ailleurs. Donc, du coup, non, on a quand même des gynécologues secteur 2. Donc, c'était pour ça que toute l'idée était de se dire, ben, grâce aux sages-femmes, aux médecins généralistes, le suivi gynécologique un peu de routine, entre guillemets, il peut être pris en charge à 100%. Et s'il y a besoin d'orienter au gynécologue, ce sera sur une raison bien identifiée. Et après, ben, on a fait attention de prendre des gynécologues qui font pas leur consultation à 150 euros. Donc, elles sont sur des consultations qui sont autour de 80 euros avec une partie prise en charge par la sécurité sociale. Mais effectivement, là, c'est le côté où, ben, par exemple, moi qui suis hospitalière à la base, accepter que tout d'un coup, la consultation, elle est payante, donc éventuellement prise en charge à 100% pour les gens qui ont une mutuelle, mais tout le monde n'en a pas une. Ça fait un peu bizarre. Donc, c'était tout l'idée de dire, bon, bah, déjà, tout le pan de praticiens qu'on peut avoir qui serait 100% pris en charge, on le prend. Donc, pareil, les kinés sont pris en charge par la Sécu. Et par contre, tout le côté paramédical et bien-être, et puis tous les côtés ateliers, aujourd'hui, ça, c'est des choses qui sont prises en charge par les mutuelles. Ça dépend de la mutuelle. Et donc, du coup, on a dû un peu réfléchir là-dessus au début en se disant, bon, bah, est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Et du coup, notre façon d'être à l'aise avec ça, c'est de se dire, ben, on aura une partie 100% accessible et l'autre partie, dans un temps un, non. Mais le but est d'aller, justement, tu parlais un peu quelles sont vos missions de plaidoyer. On aimerait bien ben, qu'on arrête un jour avec le rêve, ce serait que la tarification à l'acte, que là, ouais, le fonctionnement à l'acte dans le médical s'arrête et qu'on puisse rembourser plutôt des parcours de soins. Donc pour l'instant, on s'est dit, bah, voilà, dans un temps 1, on a une partie 100% remboursée, mais pas tout parce que c'est du libéral. Donc on fera en sorte que ce soit fait de la façon la plus cohérente possible, mais consciente qu'une partie de l'offre de soins n'est pas 100% remboursée. Et du coup, on a mis en place des tarifs solidaires. On a évidemment que des praticiens qui adaptent un peu leur prix de consultation si besoin. Mais c'est un travail long terme. Et donc, on a aussi créé tout un petit réseau avec les associations, les centres de santé autour, les hôpitaux. Par exemple, l'hôpital dans lequel moi je travaille vient d'ouvrir un centre de santé où tout l'aspect gynécologique, que les gynécos sont en secteur 1 et 100% pris en charge. Donc, quand on voit que c'est nécessaire pour la patiente, on l'envoie plutôt là-bas. Donc, en tout cas, on essaye de ne pas laisser les gens sur le carreau si ce qu'on pense nécessaire et la partie paramédicale qui n'est pas prise en charge, on essaye de voir où on peut l'orienter. Bah, notamment pour toi qui es psychologue, je pense que tu connais la problématique. Les psychologues à l'hôpital, les gens n'ont rien à débourser, mais un psychologue en ville, ça dépend des mutuelles, mais tu dois le payer. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, on essaye de la jouer un peu Robin des Bois, de voir comment asseoir une partie 100% accessible et être à l'aise avec le reste. Ok, merci beaucoup. Je vais m'arrêter sur les questions, même si c'est un projet que je trouve passionnant, donc j'en aurai encore beaucoup d'autres. Et je vais le micro au public. Donc voilà, c'est le moment, si vous avez des questions, de pouvoir venir au micro et les poser à Valentine. Voilà. Allez-y, c'est le moment. Ouais. Tu peux venir la poser. D'abord, je me présente, membre du Club House Patrice, et ça fait plus d'un an que j'ai découvert la maison PHE et j'ai trouvé que votre entreprise, enfin votre association, est bien, quoi. Et c'est la première fois que je le découvre.
Et franchement, je découvre de plus en plus des associations et ça me donne encore plus en moi-même d'ouvrir, plus ouvert et plus que les gens aussi découvrent notre association et je trouve ça la meilleure. Merci beaucoup. Ben ouais, j'espère, je pense que l'avenir quand même, c'est un peu le soin en ville. Et j'espère qu'on va avoir de plus en plus d'initiatives à se développer. Et puis je trouve ça super aussi qu'à chaque fois, tout le monde a un peu une petite couleur, parce que je pense que pour être bon dans un domaine, pour avoir les bons interlocuteurs pour aider les patients et les patientes, c'est peut-être d'autant mieux si on a vraiment une spécialité. Donc, de se dire que, bah, par exemple, vous et nous, on est dans la même rue, mais on peut être complémentaires, on peut s'orienter des personnes. Je pense que c'est important qu'aujourd'hui, tout ce maillage, cet écosystème en ville, se fasse, compte tenu des difficultés qu'il y a à l'hôpital aujourd'hui. Donc, oui, c'est super de pouvoir se mettre en relation. La preuve en est aujourd'hui. Il y a d'autres questions. Ouais, pas de problème. Aucun souci. Bonjour, je m'appelle Julien. Merci pour votre intervention. Moi, j'ai une question sur. Moi, je suis allé dans les centres médicaux à Paris. En fait, c'est prioritairement pour les femmes, mais les hommes peuvent venir. Mais il y a 90% de femmes. Mais vous, du coup, est-ce que vous le dites d'entrée de jeu, c'est que pour les femmes et les hommes ben, ne peuvent pas venir? Parce que moi, voilà. Et la deuxième question, c'est qui finance, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, qui finance tout ça en fait? Est-ce que c'est l'ARS qui vous finance? Parce qu'il y a des centres médicaux qui sont financés par l'ARS, notamment des centres que je connais. Ou alors, est-ce que c'est comme c'est féministe, enfin, pas féministe, mais si c'est féministe, est-ce que c'est la Fondation des femmes, des associations? Est-ce que c'est un mouvement collectif ou c'est une entreprise en fait, Jean? C'est quoi le modèle économique en fait? Voilà. Merci. Merci, Julien. Euh, Attends, parce qu'avant de te répondre sur le plan économique, il y avait une autre question. Et comme j'ai réfléchi à ma réponse, Euh, L'accessibilité. redis-moi. Ah oui, les hommes. Euh, bah, c'est à peu près la même statistique que ce que tu dis, Julien. C'est-à-dire que là, on a fait le point et on a un peu plus de 8% de consultations qui sont dédiées aux hommes. Donc non, on n'est pas exclusivement dédié à la santé des femmes. L'idée, c'était ce qu'on avait dit, nous, aux praticiens. En fait, nous, d'ailleurs, on réunit ces praticiens, mais eux, ils sont indépendants. Ils sont tous libéraux, indépendants. Donc, on n'est pas censé interférer sur la façon dont ils gèrent leur patientèle. Et donc, il n'a jamais été question de leur interdire de voir des hommes ou des enfants. L'idée de base, c'était de dire, bah, faut quand même que, on se retrouve autour d'un projet médical commun. Et donc, faisons en sorte que tout le monde ait la majorité de ses consultations sur des sujets liés à la santé des femmes, ou en tout cas liés à la santé sexuelle et reproductive. Et du coup, là, on a regardé et on a 8,5% de consultations qui sont dédiées aux hommes. Donc, en l'occurrence, les métiers, les disciplines qui adressent le plus d'hommes, ça va être les médecins généralistes, les kinés, les ostéos. Et les psychologues, d'ailleurs, voient un peu d'hommes. Donc, voilà. Donc, forcément, après, il y a les sages-femmes et les gynécos qui, là, quasiment voient que des femmes, enfin qui peuvent venir accompagnés d'hommes, mais sur le papier, le motif de consultation était pour la femme. Donc non, en tout cas, on ferme pas du tout nos portes aux hommes et c'était pas l'idée. Et on trouve ça toujours assez super d'ailleurs de voir qu'une femme qui est venue et qui est contente puisse demander si on peut suivre son fils, son conjoint. Donc voilà. Et même, je dirais même un peu plus loin, on travaille pas mal l'inclusivité de Jean. Et d'ailleurs, on dit santé des femmes, et c'est pour ça que je disais santé des femmes et toute personne à qui s'adresse le suivi gynécologique parce que, il y avait une vraie demande aussi de la part de la communauté LGBT d'avoir un lieu dans lequel ils peuvent se sentir à l'aise de consulter. Donc, on essaye au maximum de travailler l'inclusivité de Jean. Et après, pour la question... Comment tu avais posé une question, Alice? Juste compléter, parce que je pense que c'est un peu en lien, en termes de, justement, dans vos soignantes, soignants ou praticiens, praticiennes, intervenants, intervenantes, il y a des hommes, proportion. En fait, aussi au sein de l'équipe, c'est intéressant. Mm. Peu, mais alors c'est pas voulu, parce que pour le coup, pour être une sage-femme qui a toujours travaillé à l'hôpital avec majorité de femmes, moi je vois beaucoup d'avantages à la mixité, donc c'est pas faute d'être partante, mais on en a qu'un, un homme dans l'équipe, enfin dans l'équipe médicale, et dans l'équipe pas médicale, dans les gens qui travaillent avec moi un peu sur le reste du projet, il y a un homme aussi. Donc en tout et pour tout, Jean compte deux hommes. Ok. Mais il y a un peu un biais, parce que c'est pas qu'on les veut pas, c'est que on rencontre plus de femmes qui sont partantes sur le projet.
Et du coup, de cette bien, il me semble que c'était sur plus le modèle économique. Enfin, voilà, comment est-ce que vous êtes financé? Ouais. Le modèle économique, ça a été le premier sujet, bien sûr, mais le plus complexe parce que on est effectivement allé voir l'ARS très tôt pour comprendre un peu quels sont les modèles qui existent, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, et voir dans quoi ce qu'on s'imaginait pouvait rentrer, parce que du coup, effectivement, il y a des structures de santé qui sont subventionnées par l'ARS. Et puis finalement, on a compris que ce qu'on imaginait, si on a envie de le faire comme on voulait le faire, ça ne rentrerait pas dans les cases, dans le cahier des charges des structures existantes et subventionnées. Déjà de base, je pense que ça évoluerait aujourd'hui, mais de base, il y a 3 4 ans, quand on est allé les voir, ils nous expliquaient que ne serait-ce que s'adresser qu'à une partie de la population, les femmes, ça n'était pas égalitaire et donc du coup, c'était pas ce que eux pouvaient subventionner. Donc bon, il nous avait bien dit, bon après on dit ça, mais s'il y a une couleur plus importante, mais que vous accompagnez quand même des hommes, ça peut être OK. Mais bon, du coup, déjà, ça nous avait posé un peu question. Et puis après, c'était surtout sur la dimension holistique qu'on avait envie d'avoir, de ne pas avoir que du médical, du paramédical, mais ce côté bien-être, groupe, etc. Là, pour le coup, ça a commencé à vraiment les déranger. Donc on a compris que non, si on avait envie de vraiment expérimenter ce que nous, on avait en tête, il allait falloir qu'on sorte un peu des structures subventionnées. On avait rencontré à ce moment-là aussi la Maison des femmes de Saint-Denis, qu'on pensait être une asso subventionnée. Et en fait, à l'échelle de ce qu'elle représente, elle touche très peu de subventions. Et donc, bon, on a compris que ça serait peut-être plutôt dans un temps 2, quand on pourrait prouver l'intérêt de ce qu'on fait, qu'on arriverait à raccrocher les wagons et à toucher des subventions. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais donc, dans un temps 1, on s'est retrouvé en disant, OK, donc non, pas de subvention, on fait comment? Donc, on est allé voir les banques qui, sur le papier, sont plutôt intéressées parce que un centre de santé, en tant que tel, c'est pas quelque chose de dangereux. On connaît le besoin, donc du coup, ils étaient d'accord pour nous prêter, mais à condition de fonds propres. Et fonds propres que Isabelle et moi, on avait 29 ans à l'époque. Évidemment qu'on n'avait pas ces fonds propres, enfin, on les a toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, mais encore moins à l'époque. Et donc, du coup, il était question de voir comment on trouvait cet argent-là. Et du coup, ben, c'est là que moi j'ai découvert ce que c'était d'aller trouver des investisseurs privés. Donc, c'était pas beaucoup d'argent, mais ce qu'il fallait pour pouvoir débloquer la dette bancaire. Donc, on parle pas de millions d'euros, mais il fallait trouver quand même des gens qui étaient capables de mettre 10 000, 20 000 euros. Et donc, on a demandé à des soignants qui avaient un peu beaucoup d'argent de côté, à des gens qui avaient revendu des entreprises et avaient envie de remettre dans des projets qui ont de l'impact. Et donc, on a réussi à collecter ce qu'il nous fallait pour débloquer la dette bancaire. Donc aujourd'hui, Nordine n'est pas une association. Notre projet, donc Jean est sur le papier une société privée qui met à disposition les locaux à des libéraux et en contrepartie, nous, on crée toute l'expérience de soins pour qu'ils arrivent à travailler ensemble, tout le projet de soins, etc. Mais sinon, voilà, on n'est pas une association et on n'est pas un établissement de santé. On sort un peu des clous, quoi. On correspond pas à grand-chose qui existe à la base. Et donc, par contre, tout notre but, là, on est en train de travailler sur, par ailleurs, avoir une association parce qu'on aimerait bien collecter des financements pour toute la partie qui aujourd'hui n'est pas prise en charge, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est juste que c'est un peu un travail de fourmi en toile de fond, parce que c'est pas si simple. Mais voilà, je sais pas si ça répond bien à la question, si c'était clair ce que je raconte. Très clair, dit Julien. Et en effet, ça répond bien Voilà. à la question, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Ok, bon, je pense qu'on a dû bien évoquer plein de choses. Est-ce que peut-être toi, Valentine, il y a quelque chose que tu voulais rajouter, qu'on n'a pas pu aborder, qui te semble important ou pas? Enfin voilà, juste, Écoute, honnêtement, je pense qu'on a évoqué un peu tous les sujets que je trouve importants. Bon, mon sujet du moment, je me dis, c'est la santé mentale des soignants, ce qui n'est pas l'idée de base forcément quand j'ai monté Jean à la base, mais je me rends compte de l'importance aussi. On a un système de santé qui finalement éduque assez peu les gens sur comment fonctionne le système. Les gens pensent beaucoup que la santé c'est gratuit en France, alors que c'est pas gratuit, c'est pris en charge et la différence elle est importante à notifier. Et je me rends compte depuis que j'ai à la fois un pied à l'hôpital, à la fois en libéral chez Jean,
que les gens font pas trop la différence entre l'hôpital et le libéral et comprennent pas complètement les enjeux qui se passent aussi côté praticien. Et du coup, ouais, si je devais vous dire un peu ma réflexion du moment, c'est que je me rends compte, et pourtant ils sont logés à bonne enseigne chez Jean et ils sont épanouis, tout se passe bien, mais je me rends compte à quel point bah, c'est pas simple d'être soignant aujourd'hui, d'autant plus quand on est très empathique, qu'on a envie de s'impliquer et qu'on reçoit beaucoup de choses en consultation. Et qu'en même temps, avec cette histoire de tarification à l'acte, bah, en fait, il faut faire suffisamment de consultations dans la journée. Donc, on fait quand même des consultations de 20-30 minutes et donc, du coup, une quinzaine de consultations dans la journée. Et du coup, être à fond à chaque fois, avec chaque patient, répondre aux attentes, et ben, c'est pas si simple. Et du coup, quoi, c'est un peu mon nouveau cheval de bataille, c'est que je me dis que c'est important d'accompagner les soignants. Je sais que les psychologues, vous faites ce qu'on appelle la supervision. Enfin, vous avez ce truc bien mis en place de vous accompagner les uns les autres. Et je découvre à quel point, bah, non, en fait, sinon les autres soignants ne vivent pas ça. Donc, tous les sujets que leur confient les patientes, les patients en consultation, il faut quand même savoir les digérer, les absorber. Et on n'est pas accompagné pour ça. Et en plus, il y a une certaine intransigeance du système où il y a aussi de la consommation un peu de la consultation et un peu une obligation de moyens et de résultats qui est parfois rude. Et donc voilà, si je devais donner une note de fin, c'est ma réflexion du moment. Et donc c'est comment on peut aider à la fois à accompagner mieux les patients, mais aussi en leur faisant prendre conscience que bah, il y a des humains en face d'eux. On demande aux soignants d'être éminemment humains, mais justement, ce sont des humains. Donc du coup, avec la vulnérabilité qui va avec. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, de toute façon, c'est aussi toutes les questions de fatigue empathique qui mènent ensuite à éventuellement de la maltraitance, enfin ce genre de choses, parce que quand il y a beaucoup de fatigue, il y a une carence du coup au niveau de l'empathie, parce qu'on peut plus après des heures et des heures de concentration et d'écoute active et d'attention. Et donc, bah, au bout d'un moment, il y a moins de patience, il y a moins de vigilance, et donc c'est aussi la porte ouverte à d'éventuelles maltraitances, ou en tout cas un soin moins qualitatif. Euh, mais après, tu vois, même pour les psychologues, et je rebondis sur ça, ça reste un coût, en fait. Et Mm. donc, supervision, en plus d'un suivi psy, si on veut un suivi psy à côté, parce que la supervision, bah, on va plus parler de notre pratique, et en fait, ça fait 2 suivis psy tous les mois, et en fait, c'est un coup. Donc voilà, c'est vrai que ça aussi, c'est à prendre en considération, c'est que oui, je pense que c'est des métiers qui demandent de prendre soin de soi pour réussir à prendre soin de l'autre, mais en fait, si je veux prendre soin de moi, parce que bah, mon travail m'abîme un petit peu à ce niveau-là, bah, ça me coûte quelque chose, donc voilà, ça me demande une hygiène de vie pour prendre soin ensuite des gens et donc un coût aussi. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment un sujet très important. Complètement. Je pense que ça va être, ça me semble primordial que dans les années qui viennent, notre système de santé se penche là-dessus et évolue parce que, Mm. ouais, vaste sujet, pavé dans la mare. Bah, merci beaucoup en tout cas Valentine de ta présence, rendue disponible même à distance et je crois qu'on peut dire que ça s'est très bien passé. C'était clair et cool, donc merci beaucoup. Et puis, bah voilà, j'espère à bientôt parce que, encore une fois, on n'est pas loin. Donc, des personnes de la Maison Perchée pourront venir bah, découvrir Jean si nécessaire et qu'on puisse voilà, aussi un peu se serrer les coudes, s'orienter des gens et puis surtout bah,